Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore les chemins de vie audacieux et inspirants. Cette semaine, je reçois Fabrice Benoît, un entrepreneur passionné qui vend des pâtes fraîches sur les marchés depuis plus de 20 ans et nous expliquera aussi comment il est devenu aujourd'hui apiculteur. Ensemble, on parle de ses secrets pour se lancer et durer dans l'entrepreneuriat. Un épisode parfait pour celles et ceux qui rêvent d'indépendance et de sens dans leur métier. Je vous souhaite une bonne écoute. Je calme un peu plus ton micro. Je peux parler devant. Ah, c'est magnifique. Évidemment, vous le savez. Vous êtes en plein, on est dans la Fondamentale. Jean-Jacques Bourdin. Oh putain, Jean-Jacques Bourdin. Mesdames, messieurs, bienvenue dans La Fondamentale. Aujourd'hui, je suis super content, je reçois Fabrice. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? T'as la forme ? Oui, très très. Je suis super content de te voir. T'as l'habitude de faire... Ah mais merci. Ouais, merci. T'as l'habitude de faire des interviews ? Non, mais je suis commerçant. Ah. Donc forcément, je fais des interviews tous les jours. En fait. C'est comme ça que ça marche. J'interviewe tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est plutôt moi qui interviewe les gens. J'explique un petit peu à nos auditeurs. Pour moi, tu représentes un petit peu le symbole de l'entrepreneur qui a réussi. Ah bon ? C'est comme ça que je te vois. Pourtant, j'ai eu des échecs. J'ai eu pas mal d'échecs aussi, mais... Ah ouais, mais ça fait partie de la réussite. Ça fait partie de la réussite. Il faut pas mettre qu'en avant la lumière. Il faut des échecs et de l'ombre pour arriver à trouver la lumière. Enfin, je crois. C'est bien dit, on dirait un podcast de dev perso. C'est magnifique. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a, chez toi, je trouve qu'il y a toujours cette niaque, cette fougue, cette envie d'entreprendre. L'envie. Et ouais, je te vois vraiment comme... Je t'ai toujours vu comme cet entrepreneur qui gère, quoi. Ouais, mais ça, j'en parle souvent, même avec les enfants. Ce qui crée l'envie, c'est la rigueur et la discipline. En fait, ça, c'est ce que tu as appliqué, toi, dans tes entreprises, dans ta vie en c'est-à-dire général ? que c'est la rigueur et la discipline qui fait que tu as des résultats. C'est pas... Les gens courent après souvent après plus d'argent. D'ailleurs, tu le vois très bien, quand tu souhaites la bonne année à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va te souhaiter ? L'argent, la santé, le bonheur. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, la vie. C'est pas un lac. Il y a des vagues. Ce qu'on devrait souhaiter aux gens, c'est plutôt d'avoir les capacités à surmonter les épreuves de la vie qu'on va recevoir, parce qu'on en reçoit, quoi qu'il arrive. Et c'est en ça où on peut souhaiter ça aux gens. Après, c'est mon expérience. C'est ton expérience. Alors justement, en parlant de ton expérience, j'aime bien commencer avec cette question. Toi, aujourd'hui, t'as quel âge, Fabrice ? 55 ans. T'es plutôt expérimenté. Pardon. Oui, je veux pas te faire passer pour un vieux. Non, mais je suis plutôt expérimenté. 55 ans, j'ai un peu de la d'expérience. bouteille. J'ai un petit peu d'expérience. En tout cas, j'ai fait pas mal d'erreurs et j'en ai tiré profit. Et j'en ai fait quelque chose, en tout cas. Qu'est-ce que c'est pour toi un entrepreneur, un patron ? T'as toujours été patron ? Non, j'étais salarié. J'ai commencé salarié comme plein de gens, mais très vite, j'ai fait du commerce. Et je pense que la qualité première pour faire du commerce, c'est d'aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier. Ou en tout cas, tu le feras mal. C'est-à-dire que tu vas le faire pour de l'argent. Pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Comment ça te vient l'idée de dire non, mais j'ai envie de monter mon business ? Alors, c'est pas aussi simple que ça. En fait, j'ai commencé à travailler très tôt. Moi, je suis autodidacte. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Okay. J'ai commencé à travailler à cet âge-là. Et je travaillais dans une entreprise où c'était assez manuel, on va dire. Et très vite, je me suis rendu compte que mon corps pourrait pas supporter ça longtemps. En tout cas, à 16 ans. Et je me suis dit, il faut mais comme j'avais pas fait d'études, c'était assez compliqué. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui lui était il travaillait pour, on peut dire des marques ou pas ? C'est toi qui vois. Il travaillait pour une société de surgelés, voilà. Okay. Et il me dit, viens chez nous. À l'époque, on faisait du porte-à-porte. Et ça, je pense que c'est une excellente école de commerce, parce que quand tu sonnes, il se passe n'importe quoi. La petite mamie avec le chien qui aboie, tu vois, et tu sais absolument pas ce que tu vas découvrir. Tu sais pas qui t'as derrière la porte, en fait. Tu sais pas qui t'as derrière la porte. Surprise. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, j'ai commencé le commerce comme ça, en fait, en faisant du porte-à-porte. Mais très vite, je me suis rendu compte que, en allant démarcher les gens l'après-midi, tu trouvais une population de gens qui travaillaient pas, en fait. Et c'était pas cette clientèle-là qui moi, m'intéressait. C'était plutôt les gens qui travaillaient. D'accord. Et c'était au tout début des lotissements dans les villages, à la sortie des grandes villes. Ils faisaient des lotissements de maisons, avec des maisons mitoyennes, où là, on avait, entre midi et deux, des gens qui travaillaient, qui avaient un pouvoir d'achat élevé, parce qu'ils travaillaient à deux, et ils avaient peu de temps pour faire les courses. Et donc, moi, voilà, je me suis organisé comme ça, et j'ai travaillé de midi à 14h, et le soir de 18 à 20h, et j'ai fait ma clientèle comme ça, et j'ai gagné ma vie comme ça pendant. Ton chiffre d'affaires, tu le faisais sur ces horaires-là? Sur ces horaires-là, et le reste du temps. Parce que justement, c'était un horaire adapté à la clientèle que tu voulais. À la clientèle, exactement. Donc, d'entrée de jeu, tu cibles. Oui, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça le commerce, et j'ai été démarché par un chercheur de tête. Et là, après, j'ai travaillé dans la grande entreprise où là, je me suis vraiment rendu compte que ce qui me manquait quand même, c'était l'organisation. Parce que je pense qu'on t'apprend ça à l'école, l'organisation. Ah ouais. Moi, je trouve que je suis pas organisé. C'est-à-dire que je faisais en 8 heures ce que faisaient des collègues à moi qui sortaient d'un bac+2, bac+3, en 4 heures.
Mais moi, j'étais obligé de déployer beaucoup plus d'énergie De temps, parce que je partais dans d'énergie. tous les sens en fait. C'était pas focus, c'était pas structuré. Tu vois, j'étais complètement déstructuré en fait. Et ça, je pense que l'école t'apprend ça. Parce que là aussi, on idéalise le truc en se disant, ouais, je vais être chef d'entreprise, tout ça. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas toujours évident de passer d'un statut de salarié où t'as ton salaire qui tombe tous les mois. Et là, tu démarres le premier. Si tu passes rien dans le mois, tu gagnes pas un euro, quoi. Donc ça, c'était un petit peu de stress au début. Mais après, le travail, la rigueur, la disponibilité ont fait que voilà, ça a marché assez vite. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, toi, le business que t'as? Parce que finalement, t'es plus Oui, du alors tout dans les... j'en ai deux. J'en ai deux. Alors moi, je vends des raviolis, des pâtes fraîches sur les marchés depuis plus de 20 ans. Et depuis 6 ans, maintenant, je suis apiculteur Trop bien. avec ma chérie. Et on fait du miel tous les deux. Enfin, mon épouse, parce que si je dis ma chérie, elle va me reprendre de voler. Donc, on fait du miel. Donc, on est apiculteurs tous les deux. Mais là aussi, c'est par passion. C'est pas, tu deviens pas apiculteur ou agriculteur, n'importe. Je pense que c'est un travail qui demande énormément de... Ben oui, tu travailles avec du vivant, avec la météo, avec la floraison. Donc tout ça, donc on est apiculteur transhumant en plus, donc on a choisi de déplacer nos ruches au gré des floraisons. Donc ça met un peu plus c'est un peu plus de travail que celui qui a décidé de faire du miel en sédentaire sans les bouger. Mais ça aussi, c'est un choix. Okay. C'est un choix. Donc toi, aujourd'hui, t'es ça. Tu bosses sur les marchés. Je fais les marchés. Je reçois mes clients depuis, je te dis, plus de 20 ans. En plus d'apiculteur, t'as les deux casquettes. J'ai 2 casquettes. Et tu vends aussi ton miel sur les marchés. C'est ça. Ok. Et mon épouse aussi. Toi, quand tu fais les marchés, t'es patron de ta propre boîte, puisque c'est toi qui gères ton, comment on appelle ça, j'allais dire ta carriole. C'est une remorque. Merci. Une remorque magasin, ouais, c'est ça. Voilà, ton magasin, et t'arrives sur les marchés, tu déballes ta remorque, tu mets en place, je suppose, ta nourriture que t'as proposée pour la journée. Ouais. Et ça, donc, tu fais ça depuis plus de 20 ans. C'est ça. C'est un métier qui doit être super difficile. Non, si tu l'as choisi, ça va. En fait, le truc, c'est de l'avoir choisi. Si tu l'as choisi, rien n'est difficile. C'est juste qu'il faut l'avoir choisi. Si tu le fais parce que, pour de mauvaises raisons, ça peut pas marcher. Il faut, encore une fois, aimer les gens. Et chaque jour, en fait, je me lève à 4h du matin, le week-end un peu plus tôt, 3h30 même, et je prends chaque jour comme un jour nouveau. Tu vois ce que je veux dire? La journée de hier, elle est faite. C'est terminé. On peut plus revenir dessus. Passé. Je viens, je fais ce que je sais faire le mieux possible, en étant le plus sérieux, le plus professionnel possible. Parfois, ça marche mieux que d'autres, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai toujours cette envie. Cette envie, et 20 ans après, de me lever, d'aller Ce que j'allais dire, 20 ans plus tard, elle n'a pas bougé l'envie. Non, c'est pareil. Je sais pas. Moi, c'est ça qui me fascine. Pas d'un millimètre. Je trouve ça génial. Parce que, tu fais partie de la vie des gens. C'est-à-dire que, par exemple, quand il pleut, par exemple, l'hiver où il fait pas beau, il faut bien prendre conscience qu'on a des clients, enfin, en tout cas, j'ai des clients qui sont dans les villages ou dans les villes, qui sont pas véhiculés, qui sont des petites mamies qui sont à pied. Pour qui le marché est important. Alors, s'il pleut, si quand il pleut, on vient pas, ça veut dire que ces gens-là mangent pas. Mangent pas, il n'y a pas de lien social non plus. Mais bien sûr, parce qu'on est important pour ces gens. Moi, je connais l'histoire de tous mes clients. Tout le monde a mon téléphone, je suis hyper accessible pour tout le monde. Et je connais l'histoire de tous mes clients. Un tel s'est fait opérer des yeux, l'autre de la hanche, l'autre son chien est mort la semaine dernière. Enfin, je connais la vie de tous ces gens. Tu rentres dans la vie des gens. Mais c'est pas intrusif. C'est un échange. C'est comme quelqu'un qui fait, au bout de 20 ans, presque partie de la famille. Un moment de partage. Un moment de partage. Et ça, c'est important pour eux et pour moi aussi. J'ai besoin de ça. Et avec l'apiculture, plus la transmission. Parce que je pense que le savoir a du sens que si tu le transmets. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des bonnes personnes pour démarrer l'apiculture qui m'ont aidé, avec qui j'ai travaillé, mais je me suis pas dit un matin, je vais faire du miel. J'ai un ami qui est apiculteur avec qui je buvais le café le matin, le mercredi matin, sur le marché de Solliès-Pont, pour être honnête. Et quand il me parlait de ses abeilles, je buvais ses paroles. Mais vraiment, ça me passionnait. Et un jour, je dis à ma femme, je vais lui demander s'il veut m'apprendre. Et s'il dit oui, je le fais. Et elle a dit oui. Et voilà comment c'est parti. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Dans la vie en général, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment, vraiment aidé à chaque fois. Et à mon tour, je transmettrai moi aussi.
J'aime pas dire je fais de la formation parce que ça me plaît pas trop, mais je voudrais faire de l'information. C'est très différent pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention de savoir d'être meilleur qu'un autre, mais en tout cas ce que je sais, de par mes expériences, je voudrais le transmettre par rapport à mon vécu, par rapport aux conneries que j'ai faites, et voilà quoi. C'est plus l'idée quoi. Si je peux éviter à quelqu'un de faire les mêmes conneries, ce sera toujours ça de gagner. Ce que tu appelles les conneries, tu le disais en début de podcast, c'est des fois les échecs. C'est ça. Parce que ça réussit pas toujours quand non, mais bien sûr que non, ça réussit pas toujours. Mais en tout cas, si ça réussit pas toujours, pour autant, il y a toujours des raisons. Oui, et puis il y a toujours des raisons pour lesquelles tu échoues. Ça peut être diverses. Hein. T'es pas mal positionné, t'es pas au bon endroit, au bon moment. T'es pas associé avec la bonne personne. Okay. T'es pas dans le bon créneau. T'es pas au bon endroit. Mais ça, c'est plutôt quelque chose qu'on fait, des études qu'on fait en amont. Moi, je me réjouis de voir des business qui aujourd'hui, si tu regardes, tout le monde copie tout le monde. Plus personne n'invente quoi que ce soit. Il y a un mec, Cours Lafayette, qui fait des madeleines. Ouais. Le mec, il fait que ça, des madeleines. Mais il y a la queue. Et même parfois, t'arrives, il y en a plus. T'es obligé d'attendre que le mec il refasse. Enfin, donc ça veut bien dire que quand tu fais le bon produit, un produit différent, parce que quand tu dois monter un business aujourd'hui, à mon avis, il y a deux questions à se poser. Comment tu peux faire mieux et comment tu peux être différent. Si tu vas copier, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas copier le mec d'en face, mais qu'est-ce qui va gagner au final ? Tout le monde va tirer les prix au plus bas, et puis si les gens ils viennent chez toi pour le prix, tu trouveras toujours moins cher. Par contre, si les gens viennent chez toi parce que tu fais un produit de qualité et que tu es différent des autres, tu travailleras, c'est pas un problème ça. Mais aujourd'hui, plus personne n'invente quoi que ce soit. Et quand je vois ça, moi ça me réjouit de voir un mec qui a eu l'idée de se dire je vais faire des madeleines. Je connais pas l'histoire de ce mec, je sais même pas comment il s'appelle. J'ai goûté ces madeleines qui sont, entre parenthèses, très bonnes. Mais moi je me réjouis de voir des mecs qui se disent tiens, je vais faire ça, je vais faire des madeleines. Génial. Ouais, ça paraît fou parce que tu vois, le premier truc que j'aurais dit, c'est ça marchera jamais. Oui, mais c'est ça. Je sais pas toi. Mais lui devait y croire. Qui vient te voir en lui disant, devait y croire. Des madeleines, tu dis mais non. Ouais, mais ça dépend parce que la madeleine, ça dépend. Et ceci dit, c'est mieux que des donuts. Parce que des donuts, il y en a partout. Mais il y en a partout. Mais voilà. Donc le mec, il s'est posé les deux questions importantes. Comment je peux faire différent et comment je peux être mieux. Mieux, à partir du moment où t'as pas de concurrent, t'es forcément mieux. Lui, il a pas de concurrent. Enfin, en tout cas, il a peut-être des boulangeries, mais il a pas de concurrent, le mec. Donc il fait forcément mieux. Parce qu'il se retrouve pas en concurrence avec le donuts du coin. Et je trouve ça génial. Moi, si je devais faire un business aujourd'hui, je prendrais une camionnette et je ferais dans les villages, ce qui se perd de plus en plus, les villages qui sont des déserts, il n'y a même plus de médecins, il n'y a plus rien. Et je livrerais la bouffe, je livrerais le journal, enfin, peu importe, mais en tout cas, je ferais comme on faisait avant. Ouais, la tournée comme on faisait avant. Comme ça se faisait avant. Donc toi, tu te sers pas du tout des réseaux pour ton business ? Non, rien du tout. J'ai pas, sans prétention, j'ai pas besoin. Le miel, on produit pas assez pour que on vend tout ce qu'on produit. Donc donc pas besoin d'aller faire de la com. Et puis pour ce qui concerne les pâtes, c'est pareil. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus besoin de me faire de la pub ou machin. Enfin. Oui, le bouche à oreille, comment ça marche ? Je pense que quand tu es honnête et que tu fais les choses bien. Et que tu vends un bon produit aussi, il faut que le produit soit bon, parce que il suffit pas d'être honnête et d'être sympa. Si tu vends de la merde, les gens reviendront pas. Mais ce qui est important, c'est que les gens viennent chez toi et qu'ils regardent plus le prix. Le prix, c'est secondaire. Faut vraiment que, et c'est valable. Alors, bien sûr qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que le bien manger, ça doit pas être réservé à des gens qui ont des moyens. Tu vois, ce que je veux dire, ça doit être vraiment accessible à tous. Et moi, j'ai des prix différents en fonction des produits. Mais j'ai toujours des produits qui sont pas moins bons en qualité, mais en tout cas, des produits plus, on va dire... Avec une gamme de prix un peu en dessous, c'est ça ? Ça va être des tagliatelles, des gnocchis, des choses comme ça, où c'est du bien manger quand même, parce que c'est fait de manière artisanale, mais ça reste abordable pour des gens qui ont... des fois, dans la vie, tu sais comment c'est. Enfin, t'es marié, t'as des enfants, tu jour au lendemain, tu te retrouves tout seul avec tes deux gosses. C'est plus pareil, c'est plus la fête. Mais pour autant, j'oublie pas que ces gens-là sont venus chez moi pendant des années me faire travailler, et que je sais très bien que c'est un passage. Ça sera pas comme ça tout le temps. Donc, il y aura forcément un après. Et donc, pour autant, j'oublie pas ça non plus. Donc, je les aide, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai conscience du truc.
Je sais combien c'est difficile pour elle. Donc, forcément, celle-là, elle aura des avantages. Celle-là ou celui-là, d'ailleurs. Elle aura des avantages qui sera forcément différent. Mais sans même lui dire. Tu vois, il faut pas le dire, en fait. Elle le sait, je le sais. Je l'arrange. Et tout le monde le sait, mais je vais pas lui dire j'étais bien arrangé quand même. C'est implicite. C'est implicite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'oublie pas que elle, pendant des années, elle est venue me faire travailler à l'époque où c'était plus facile pour elle. Et ben, ce passage-là, qui est un peu plus difficile, ben, je l'aide comme je peux à mon niveau. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles pour tout le monde, moi y compris. Je suis pas immunisé contre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir conscience que c'est un passage. Il y aura forcément, à un moment donné, ça ira mieux. Alors, ça peut être des semaines, des mois, voire plus longtemps. Ça dépend de comment t'es entouré, ça aussi. Hein. Mais bien évidemment, c'est des passages, c'est des cycles, en fait. Est-ce que les cycles, toi, quand tu bosses, ça, c'est une question, tu vois, que je me pose. Est-ce que tu penses au moment où ça n'ira pas ? Non. Ça vient pas, ça. Tu l'as pas ? Jamais. Je pense par exemple à l'accident ou des choses comme ça, effectivement. Ouais, dans ce sens-là. Dans ce sens-là où je ne pourrais plus travailler, mais accident pour des de la raisons vie, physiques. Il se passe un truc. Voilà, un accident de la route, une connerie. Ouais. Enfin, mais là, pas au fait que ton business marche pas. Non, jamais je me suis posé la question. Jamais je me suis dit. Et puis même si demain ça marche moins bien, peut-être qu'il faudra réactualiser. Par exemple, regarde, les marchés aujourd'hui, je pense que le métier de demain, je parle de mon métier de fois, je pense que c'est dans l'entreprise. Là, on a travaillé avec une conciergerie où on s'est rapproché d'eux et ils ont monté un marché dans l'entreprise. Et je pense que le business de demain, il est là aussi. C'est-à-dire que aller capter cette clientèle plus jeune, entre guillemets, qui a moins de temps pour travailler, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et qui a un pouvoir d'achat plus conséquent. Et je pense sincèrement que demain, notre marché, je parle de l'alimentaire, parce que moi je fais de la bouffe, je pense que c'est dans l'entreprise et qu'il y aura un virage. C'est-à-dire qu'on continuera les marchés populaires, hebdomadaires comme on fait aujourd'hui, mais il y aura une partie de notre activité qui va forcément se diriger vers l'entreprise parce que ces gens-là ont la même problématique qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'ils ont moins de temps pour faire les courses, ça les gonfle, ils veulent que ce soit facile, et c'est à nous alors simplifier le truc. Voilà. Donc je pense que voilà, il y aura un virage, c'est évident, dans les années qui viennent. C'est évident, ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on a une clientèle vieillissante sur les marchés. La nouvelle génération a un mode de consommation qui est différent. Et donc, il va falloir aller chercher une autre clientèle. Mais bon, c'est pas la première fois. Hein. Et oui, s'adapter. Parce que finalement, tu fais ça depuis tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est d'essayer d'analyser. La clé là-dedans, c'est s'adapter. Ouais, l'adaptabilité, mais c'est une clé dans la vie en général. Comment tu vois l'avenir, toi, Fab ? Écoute, j'espère continuer à avoir envie. Vraiment, vraiment, vraiment continuer à avoir envie de faire les choses. Ou en tout cas, je me force pas. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai choisi. Même les trucs les plus compliqués. L'apiculture, pour revenir là-dessus, c'est pas le truc le plus simple au monde. Hein. Enfin, en tout cas, pour essayer d'en vivre. C'est d'où l'importance pour moi d'avoir deux métiers qui sont... Voilà, il y a un métier qui est nourricier, on va dire, et l'autre qui, voilà, pour l'instant, c'est les raviolis qui sponsorisent les abeilles. Comment tu gardes cette envie ? La rigueur et la discipline. D'accord, c'est vraiment ton credo. Je me lève le matin à 4 heures, je pourrais me lever à 5, mais je fais mon sport, je fais mes médites tous les jours avant d'aller travailler. Donc méditation et sport. Enfin sport, des pompes, des abdos, des conneries, mais oui, mais n'empêche, je vais pas courir pour avoir à 4 heures du matin, j'imagine bien. Ouais, mais en tout cas, ça m'apaise le mental. Parce que je suis comme tout le monde. Tu vas focaliser sur un truc et machin. D'accord, ça t'arrive. La méditation, aussi. Ça m'aide beaucoup. Hein, ok, ça t'arrive aussi de focaliser sur des choses. Alors moins parce que je médite, mais si c'est la méditation de pleine conscience, c'est ça, comme on dit. C'est ça. Et ça m'aide combien bien. de temps ? C'est quoi ? Comment ça marche 15. Alors, je le fais moi guidé pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que comme je me lève à 4 heures et qu'il faut qu'à 5 heures et quelques, 5h30 maxi, je sois parti. Je veux pas me dire quelle heure il est, j'en suis où. Donc je fais un truc guidé de 15-20 minutes. Et ça m'aide bien. Parce que j'ai pas cette notion de temps à gérer. Donc je sais que quand il y a la petite sonnette à la fin, au début, voilà, c'est fini. Donc je peux faire vaquer à mes occupations. Donc c'est assez simple. Mais le mieux, c'est de le faire quand même sans être accompagné. C'est le plus simple. Ça m'aide bien. Et puis un peu de sport pour s'entretenir. Parce que voilà, il faut le dos. Le dos, c'est hyper important. Plus tu vieillis, plus il faut muscler ton dos. Quand tu médites, quand tu fais du sport le matin, ces routines que tu as, on peut dire que c'est devenu des routines ? Ouais, c'est mal dit. Non, c'est pas mal dit. Tu le fais vraiment tous les matins ? Tous les gens que je connais qui ont des routines vieillissent très vieux. Ah ouais ? Ouais. Tous ceux qui ont des Donc routines, le secret des habitudes, de la longévité serait la routine. Ouais, je pense.
Enfin, Ça veut pas dire la monotonie. Oui, la routine C'est- dans le sens des habitudes Les habitudes qui te maintiennent. qui te maintiennent, donner du sens à ce que tu fais, savoir pourquoi tu le fais. Je sais pourquoi je vais faire ma médite ou mon sport, parce que ça me fait du bien, et que je pars travailler, je suis déjà bien réveillé, parce que je conduis qu'une remorque qui fait une Et tonne. ouais, t'as J'ai intérêt à être bien réveillé, tu vois, je peux pas partir, me lever à 5h, partir à 5h10, je sais pas faire ça. Je me lève 1 heure plus tôt pour faire tout ça. Je pourrais me lever à 5h. J'en aurais largement. Juste, mais ton cerveau serait pas Je réveillé, me lève ton à, corps serait pas je me réveillé. lève à 4, j'aime bien prendre mon temps le matin. Et donc voilà, et ça me permet de faire ce qui me fait beaucoup de bien. Est-ce qu'il y a des moments, cette routine, elle est difficile à mettre en place? Non. Tous les matins, tu y vas sans te poser la question. Parce que ça a du sens. Et je sais que le bien que ça me fait. Je pourrais très bien lire pendant 40 minutes avant Ou d'aller travailler. écrire 3 pages Ou tous les écrire, matins. c'est exactement pareil. C'est un espèce de recentrage, en fait. Peu importe comment tu le fais. Par l'écriture, la lecture, la méditation, le sport, peu importe. En tout cas, j'ai besoin de ça. Je me sens tellement bien après que ça me fait beaucoup de bien. Et il m'arrive parfois de pas toujours être... voilà, quand tu pars en vacances ou machin, tu vas pas te lever à 4h du matin. Pendant les vacances, tu le fais ou pas? Non. Quand j'ai les vacances. T'en as pas besoin. Ou en tout cas, quand t'es sorti de ton contexte, quand t'es en voyage au bout du monde ou je sais pas où, tu vas pas te réveiller à 4h du matin pour faire du sport et de la médite. Enfin, alors, c'est une vraie bonne question. Parce que tu vois, sur mon dernier voyage japonais, je suis allé courir. Ouais, mais c'est avec le décalage horaire. T'étais Non, mais alors pas pile à l'heure. Hein. Je suis allé le matin avec le décalage horaire. C'était le matin au Japon, alors que j'y vais moi le matin ici. Et, toi aussi tu cours alors. Enfin, tu fais du sport. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je t'en parle, parce que j'y vais toujours la mort dans l'âme. Parce que et t'as pas pourtant, envie. j'y vais tous les matins. Parce que t'as pas envie. Ouais, mais c'est bien de le faire. Mais tu te sens bien après. Quand t'es sous ta douche, que t'as fait ton mais tu vois, footing c'est de pas... 7 minutes. Oui. Ah, salaud. Ton footing de 3 minutes, là. Quand En fait, il descend les poubelles. Il descend les poubelles, le mec. D'accord. Okay. Effectivement, on pourrait le voir non, mais comme tu ça. te sens bien après. Oui, mais je le disais justement à François sur le podcast du coaching sportif, quoi. Ça reste difficile. C'est pas parce que je me sens bien après que j'ai envie de le faire. Parce que tu le fais pour de mauvaises raisons. Oui, mais parce qu'on m'a dit que pour la santé, fallait le faire. La routine, c'est pas synonyme de monotonie. Hein. C'est juste que donner du sens, en fait. Tu dis pourquoi je le fais. Si tu sais pas répondre à cette question, pourquoi je le fais? Moi, j'ai posé des questions plusieurs fois à des clients, leur dire si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous feriez? La majeure partie des gens te disent je travaille plus. Moi, si je gagnais au loto, pour répondre à cette question que je posais souvent, j'arrêterais pas de travailler parce que j'ai pas le sentiment de travailler. En fait, la clé, elle est là. C'est que je n'ai pas le sentiment de travailler. J'ai choisi ce que je fais dans la vie, c'est un privilège. J'ai des connaissances à moi qui reprennent des affaires de famille, qui ont envie de faire autre chose, qui seraient artistes ou qui seraient peu importe. Ils se sentent obligés de le faire. C'est un calvaire. Moi, je l'ai choisi. Tout ce qui m'arrive, je l'ai choisi. Donc, c'est quand même très différent. Et donc, à partir de là, tu l'as choisi. Donc, tu t'assumes le truc. C'est personne t'a dit, bon, tu vas te lever à 4h du matin, tu vas faire de la médite, du sport et tu vas aller faire le marché. Personne m'a dit ça. Je l'ai choisi. Et ça fait plus de 20 ans et ça va très bien comme ça. Et ça me va très bien. Ceci étant, si j'en fais pas pendant une semaine, je vais pas mourir non plus. Et si moi je gagnais au loto, je créerais une miellerie avec à l'intérieur une salle où je pourrais partager mon savoir, transmettre et accueillir du public pour vendre mes pots de miel. Voilà ce que je. Elle est intéressante cette question. Vous pouvez vous la poser d'ailleurs, hein, vous aussi, les auditeurs. N'hésitez pas. Je trouve que c'est une vraie bonne question à se poser. Si je gagnais au loto, je fais quoi? Et ouais, ça me parle. Quand tu le dis, d'un coup, c'est venu éclairer chez moi des choses. Bah aussi. oui, parce que effectivement, je n'arrêterai pas mon taf. Non. Et j'aurai des locaux encore différents et avec une transmission plus grande. Parce que tu es dans le partage toi aussi. Et on a ce point commun, c'est qu'on aime les gens. Enfin, je te connais suffisamment pour savoir que tu triches pas avec les gens. Enfin, Merci. Tu peux pas transmettre quelque chose si tu triches. À un moment donné, ça se voit. Demain, tu gagnes au loto, tu te constitueras un outil de travail idéal pour toi. Complètement. L'outil de travail idéal. J'achèterai pas 200 de ruches de plus, je pourrais pas m'en occuper. Ouais. Mais en revanche, je ferai un focus sur la transmission, sur le partage. Je ferai un rucher pédagogique dans la ville pour que les gens puissent avoir une ruche et faire leur miel, une miellerie mutualiser tout ça, en fait, tout ce qui coûte cher, le mutualiser pour que ça soit accessible pour les gens. Voilà, c'est plus ça. Si demain je gagnais de l'argent, je me servirais de cet argent-là pour faire plus un truc dans ce genre-là. Peut-être aussi un ou deux voyages par-ci par-là. Ah, quand même. Voilà. Mais voilà, mais ceci étant, ce serait pas une fin en soi de me dire j'envie absolument pas le mec qui se lève le matin, qui a rien d'autre à faire que dépenser son argent, sans savoir pourquoi il le fait.
arrive à la fin du podcast. Ouais, super. On est déjà vers la fin du podcast. Magnifique. Je termine toujours le podcast avec cette question. Vous avez l'habitude maintenant d'écouter le podcast, puisque ça fait un moment maintenant qu'on fait des podcasts. Et merci pour tous vos retours. Fab, c'est quoi pour toi le sens de tout ça dans la vie ? De trouver l'équilibre entre ne pas subir, essayer de, tant que se faire se peut, choisir ce qu'on fait dans la vie, parce que ça c'est quand même primordial. Enfin, il y a tellement de gens qui font des trucs qui les font pas rêver, ils se lèvent le matin, ils ont pas envie d'y aller, ils ont quelle horreur. Enfin bon. Donc déjà, je pense sincèrement que pour que ça ait du sens, il faut que l'avoir choisi. Et puis à partir du moment où on l'a choisi, on en accepte les inconvénients, parce qu'il y en a forcément. Et je pense que voilà, donner du sens pour moi, c'est choisir ce qu'on fait, ne pas subir, un peu comme une relation amoureuse en fait. C'est comme vivre avec quelqu'un que t'aimes plus. Il faut avoir les capacités, le courage, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça fait un peu pédant ça, mais en tout cas de se dire je refuse de vivre ça, mon boss me parle mal, mon machin, je suis maltraité, je suis pas reconnu à la hauteur de ce que je... Et de se faire un peu... Il y a un livre très très bien qui s'appelle Wake Up de Christine Levicki, ça vraiment c'est un bouquin qui est très intéressant parce que c'est un bouquin qui permet de mettre en lumière nos capacités et nos compétences, parce que souvent on n'a pas d'idée, on sait pas quoi faire en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On sait pas qu'on a des qualités ou des compétences. Et ce bouquin là, c'est une forme d'entonnoir un peu, tu vois. Plus t'avances dans le livre, plus tac, puis à la fin, même au milieu, tu dis putain, je suis bon pour ça. Et donc du coup, ça permet déjà d'avoir une direction de travail. Et je trouve que ce qui manque aux gens, c'est ça, c'est de la confiance en soi pour se dire bon, de toute façon, je sais faire ça. Donc et j'encourage vraiment les gens, si vous devez demain faire un business, essayez de faire un truc manuel, un truc où partout vous pourrez aller dans le monde, vous travaillerez. Moi, j'envie, par exemple, les compagnons de devoir, les gens comme ça qui savent faire des choses avec leurs mains. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai fait l'apiculture, c'est ce qui me manquait. C'est-à-dire parce que aujourd'hui, les raviolis, c'est pas moi qui les fabrique directement. Donc, et ça me manquait, ça, de produire et de faire un truc moi, même là, si c'est les abeilles qui le font, mais en tout cas, de fabriquer, de produire et de proposer quelque chose que j'ai fait moi. Ça, c'est vraiment le maillon qui me manquait. Et l'apiculture, pour ça, répond à tout ça. Enfin, c'est vraiment très, très gratifiant d'avoir le retour des clients sur le miel que tu produis, sur les choses que tu proposes aux gens. Et ça, c'est le meilleur des carburants. Enfin, moi, je carbure à ça. Donc, j'ai besoin de cette pseudo-reconnaissance, en tout cas, et que les gens se disent « Waouh, ce que vous faites, c'est bien ». Parce que là aussi, on n'est pas meilleur qu'un autre, mais on a choisi d'être différent dans la manière de travailler. Voilà, ma femme, par exemple, cherche les emplacements des ruches avec les baguettes de sourcier, parce qu'il y a des endroits pathogènes pour les abeilles aussi, donc on essaie de faire attention où on les met, voilà, de pas les mettre à des endroits qui sont pas bons pour elles, et de prendre soin de chaque ruche. Chaque ruche est un individu, une colonie, et donc on travaille à la ruche, on travaille pas avec je ne sais combien de ruches, non, on travaille vraiment à la ruche, on est petit, c'est volontaire, on sera jamais gros. Mais on essaie de faire un truc différent des autres. Parce que ça m'inspire aussi quand tu le dis, il y a cette notion d'engagement. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que si tu fais le choix d'aller dans quelque chose, engage-toi là-dedans aussi. De pas le faire pour. C'est-à-dire que tu t'engages dans les inconvénients qu'il va y avoir, dans les bonheurs aussi qu'il va y avoir par rapport à ça, mais engage-toi. Ne rien faire à la légère en fait. Ne rien faire en se disant. Voilà, non. Si tu t'engages dans quelque chose, il faut en amont, bien évidemment, en avoir mesuré les inconvénients. L'apiculture, j'ai pas découvert ce monde-là le jour où en amont, pendant des années, j'ai côtoyé des apiculteurs, j'ai travaillé avec eux. Tu vois, je veux dire, j'ai vu les contraintes du truc, donc j'ai pas été surpris. Je connaissais les contraintes. Ce qui est important, c'est ça, c'est vraiment de le faire bien, de faire son job correctement et de le faire professionnellement, le plus sérieux possible. Voilà. Par exemple, je me couche à 9h parce que je me réveille à 3h30 du matin. Je vais pas, alors de temps en temps, je vais me coucher à 11h, mais je suis défoncé le lendemain. Enfin, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon parce que je fais un métier où il faut aller chercher les gens, il faut être disponible pour les gens. Et si je me couche à 23h et que je me lève à 3h30. C'est ça que j'appelle l'engagement. Oui, c'est-à-dire que tu sais ce que ça va impliquer. Mais les conséquences, c'est un peu comme les grands sportifs. Je les connais, les conséquences. Voilà, c'est-à-dire que, eh bien oui, tu vas avoir un mode de vie lié à l'engagement que tu as choisi. Pour être disponible pour les gens, j'ai besoin d'avoir un quota de sommeil, d'avoir... voilà, si je suis pas meilleur qu'un autre, j'ai besoin de dormir. Donc si j'ai une vie qui n'est pas adéquate et adaptée à mon activité, bien évidemment, à un moment donné, ça va coincer parce que le réveil, je n'entendrai plus, j'irai plus me réveiller, et puis je dirai, ah, c'est bon, il me gonfle, et machin. Et c'est absolument pas ça que je veux faire. Moi, je veux être disponible pour les gens, et faire mon travail du mieux possible, et donc j'ai besoin pour ça d'être en forme et de bien dormir. C'est beaucoup moins marrant pour les gens qui m'entourent parce qu'ils aimeraient des fois que je me couche plus tard, mais oui. En même temps, voilà, c'est le choix de mon métier.
j'ai choisi ce métier, donc j'en assume les inconvénients. Merci beaucoup Fabrice d'être venu sur le podcast. Merci à toi. C'est un très bon moment avec toi. C'est gentil. Et un très bon moment de partage. Voilà, c'est ça, c'était partagé. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous avez été content d'écouter tout ce que Fabrice a pu nous dire. Je ne donne pas mon portable. 06. Non, je ne donnerai pas ton portable. Et à part si tu veux que je le donne. Non, ça va. Non, j'ai pas assez de miel pour tout le monde. Merci Fabrice, on vous fait un gros bisou à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.